En ce début de 2025, je partage avec vous quelques réflexions sur notre vie collective. J'aime notre village, sa créativité, sa culture, sa nature, son esprit communautaire. Une des forces de Val-David, c'est sa capacité à accueillir différents points de vue. Et notre histoire est jalonnée de divergences d'opinions et de grands ostinages. Pensons à la butte à Mathieu et ses hippies, à la création du parc, à l'interdiction des motoneiges ou encore à l'école. Ces différences d'opinions n'ont jamais détruit le tissu social qui nous unit. Mais j'ai l'impression que maintenant, les divergences d'opinion deviennent des obstacles à la rencontre de l'autre. Les réseaux sociaux, qui pourraient être des outils pour nous rapprocher, servent trop souvent à alimenter la division, les malentendus et la désinformation. Imaginez si on utilisait Facebook uniquement pour nous entraider, nous encourager ou pour mieux se comprendre, plutôt que pour créer des murs entre nous. Dans notre village, sortons de nos chambres d'écho, soyons à l'écoute des autres et rappelons-nous que chacun d'entre nous, on a une part de responsabilité dans l'ambiance de la communauté. Alors, je vous invite collectivement à prendre le temps d'écouter ceux qui pensent différemment de nous, de vérifier nos sources avant de partager des informations, de cultiver la bienveillance dans nos échanges, en personne comme en ligne, de participer activement à la vie communautaire du village, que ce soit lors d'un événement, d'une rencontre ou simplement en souriant à quelqu'un dans la rue ou au métro. En 2025, faisons de Val-David un modèle de communauté où la diversité des opinions s'exprime dans le respect, où la gentillesse est contagieuse et où chaque citoyen contribue à créer un village où il fait bon vivre. Alors, sur ces sages paroles, je fais le suivi des grands projets. Alors, pour la densification douce, la nouvelle réglementation est maintenant en vigueur. Vous pouvez demander votre permis pour ajouter une unité d'habitation additionnelle dans votre maison, un appartement, ou encore à l'extérieur de la maison avec l'ajout d'une petite maison sur votre terrain. Concernant la nouvelle école de Val-David, le 20 décembre, le directeur du Centre de services scolaires des Laurentides nous a annoncé que le ministère de l'Éducation a mis sur pause le projet de la nouvelle école, tout comme pour 99 autres projets similaires à travers le Québec. C'est une décision qui fera du tort à nos enfants et à nos enseignants, car on manque cruellement d'espace scolaire, et ça depuis longtemps. Il y a une école qui nous avait été promise depuis 2019, puis à la veille de Noël, on nous annonce ce recul. Moi, je trouve ça épouvantable. Cet après-midi, j'étais en rencontre avec des représentants, entre autres, des villes de Sherbrooke, Châteauguay, Montréal, Brossard, Laval, Saint-Eustache, puis avec l'Union des municipalités du Québec pour discuter de cette décision gouvernementale. Toutes ces municipalités et bien d'autres ont vu leur projet se faire mettre sur pause. On est tous d'accord de l'impact épouvantable que ça va avoir sur nos enfants et sur nos municipalités. Présentement, on étudie les meilleures stratégies pour que, rapidement, les projets de construction d'écoles continuent. Puis aussi, je veux souligner le travail de la présidente du conseil d'établissement de l'école Saint-Jean-Baptiste et de plusieurs parents qui se mobilisent pour évaluer eux aussi les différentes options pour que la construction de l'école avance rapidement. Dans un point de vue moins lourd. Les jeux d'eau. Les tests de sol ont été réalisés. On attend la confirmation des derniers tests. Alors, on va pouvoir vous en dire plus le mois prochain. L'expropriation du terrain de la Sapinière. L'entreprise 9297-8246 Québec Inc. demande une expropriation totale des terrains de la Sapinière, ce que la municipalité conteste. La cause sera entendue en pourvoi de révision judiciaire le 29 janvier à la Cour de Saint-Jérôme. En plus de notre avocat et de celui de 9297-8246, il va y avoir un avocat qui représente l'Union des municipalités du Québec qui va plaider en faveur de notre cause parce que le jugement pourra avoir un impact important sur les futures causes d'expropriation à venir au Québec. Puis, ce matin, on a reçu l'aide financière de 25 000 $ de la Fédération québécoise des municipalités pour nous aider avec les frais juridiques. Autre nouvelle en fac, taxe municipale, vous devriez recevoir votre compte de taxe à la mi-février. Comme l'an dernier, il va pouvoir être payé en 6
versements. Les projets d'habitation abordables. Sur le terrain municipal, situé au coin du chemin de la rivière et de la rue L'Éveillé, en arrière de la boutique Equinox et du Mouton, là où il y avait le Mouton, il y a des tests de sol environnementaux et pour la portance qui ont débuté et qui devraient être finalisés cette semaine. La Maison Phoenix et la coopérative d'habitation de la Grande-Ourse ont financé ces tests grâce à une subvention qu'ils ont reçue à cet effet. Je rappelle que ce terrain a été acheté par la municipalité pour permettre la construction de 70 logements sociaux et pour avoir un parc municipal sur le bord de la rivière du Nord. Grand froid et itinérance. Étant donné les grands froids que nous avons et que nous aurons pour les jours à venir, puis suite aux discussions avec le 6 des Laurentides, la petite gare va rester ouverte toute la nuit pour s'il y a des gens qui en auraient besoin, pour les gens en situation d'itinérance. Le camp de jour. Cette année, le camp de jour va se tenir au camp Edfi. Le camp Edfi offre des installations vraiment chouettes, lac, piscine, divertissement, cirque et bien plus. Puis, grâce aux subventions municipales, les frais pour la majorité des parents vont être moins que les coûts de l'an passé. Puis, pour la municipalité, pour organiser le camp de jour, ça va nous coûter au total à peu près 23 000 $ de moins. Et puis, les loisirs municipaux vont faciliter le covoiturage. Alors, on est vraiment content de pouvoir offrir un camp de jour aux jeunes qui ne se passeront pas sur l'asphalte dans l'école qu'ils fréquentent à l'année. Pour ce qui est de la jeunesse, bonne nouvelle, on a reçu une subvention de 20 000 $ pour un projet de consultation jeunesse Val-David dans le cadre du programme Stratégie jeunesse en milieu municipal. En terminant, je souhaite un prompt rétablissement à M. Lachaine, le conseiller du district 5. Christian, je sais que tu nous écoutes, reviens-nous vite et en bonne forme. Alors, je nous souhaite à tous une nouvelle année remplie de dialogue constructif, d'ostinage, ça nous en prend quand même, d'entraide et de moments de joie partagés. 1.2, adoption de l'ordre du jour de la séance. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que proposé. Merci, M. Séguin. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2024 et de la séance extraordinaire du 16 décembre 2024. Il est proposé d'approuver ces deux procès-verbaux. Merci. 1.4, certificat de crédit. Crédit suffisant pour la dépense envisagée lors de la présente séance. La Direction générale des ressources humaines. Avis d'intention, programme de décarbonation et d'amélioration de la performance énergétique Éco-Énergie 360. En fait, Éco-Énergie 360, c'est une initiative de décarbonation et d'amélioration de la performance énergétique d'actifs municipaux. Dans ce projet, la FQM, la Fédération québécoise de municipalités, offre une organisation aux organisations municipales des services clés en main et un financement. Il est donc proposé que la municipalité confirme son intention de participer au programme Éco-Énergie 360. Merci, M. Chiasson. Aide financière, Fondation Les Pages Vertes, audit et plan d'action en développement durable pour les entreprises. La mission de cet organisme sans but lucratif est de rassembler les entreprises éco-responsables dans le même répertoire, de faciliter la consommation durable et d'outiller la population pour une transition écologique. L'organisme souhaite réaliser un projet pilote à Val-David. En fait, c'est réaliser des audits et des plans d'action en développant de façon gratuite pour 15 entreprises de la municipalité des développements durables, organiser et donner un événement de maillage entre les entrepreneurs et la municipalité. Elle est donc proposé de verser une aide financière de 2 000 $ à cet organisme, conditionnement à l'obtention d'une subvention via le FERR, un fonds de la MRC, et aussi conditionnement à un rapport à la fin du projet. Merci. J'aimerais souligner que ce qui nous a bien plu dans ce projet-là aussi, c'est que la majorité des entreprises qui vont avoir des audits sont soit des entreprises d'hébergement ou des restaurants.
Puis quand les entreprises ont une bonne cote éco-environnementale, ça les propulse dans le haut des moteurs de recherche de Booking, TripAdvisor et compagnie. Alors, on trouvait que c'était un bon coup de main à donner à nos entrepreneurs. 2.3, lettre d'entente, syndicat d'école blanc, retraite progressive. Il est proposé d'autoriser la signature de cette entente pour une retraite progressive. Je propose. Merci, M. Giasson. Embauche, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. Il est proposé d'embaucher Mme Tania Madalena au poste de directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. Je propose. Et puis, à mon nom et au nom du conseil, on félicite Tania et on a bien hâte que celle-ci se joigne à l'équipe le 3 février. Vous comprendrez que pour les prochaines semaines, ça va être un peu retardé, les demandes en urbanisme, mais ce n'est que pour mieux rebondir plus tard. Le point 3, ratification du journal des déboursés et autorisation des comptes à payer. Il est proposé de ratifier le journal des décaissements pour la période du 11 décembre au 21 janvier, soit les chèques totalisant 163 668 et 38, les dépôts directs 990 306 et 24, les transferts bancaires 216 247 et 11, pour un grand total de 1 370 221 et 73. Je propose. Merci, M. Schwab. Les travaux publics, programmation de travaux de la TEC 2019-2023. Il est proposé d'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-jointe, la programmation numéro 4. C'est ce qui met fin à la TEC 2019-2023. Je propose. Merci. Pétition de compte, programme d'aide à la voirie, la subvention PPA-CE. Oh, on a les soutiens. Autorisation d'utilisation de chemin de détour pour les travaux du MD. Merci. En fait, il va y avoir des travaux de remplacement de luminaires sur la 117 à Sainte-Agathe-des-Monts. Ces travaux vont engendrer la fermeture du chemin de la rivière, direction est à Sainte-Agathe-des-Monts. Il faut donc un chemin de détour pour le ministère des Transports, soit via les rues de l'Église, de la Sapinière, de l'Académie et de la rivière. Il est donc proposé que la municipalité autorise l'utilisation de ces chemins de détour pour le ministère des Transports. Je propose. Merci. 4.3. Rédition de compte, programme d'aide à la voirie, subvention PPA-CE. C'est une subvention qui nous a permis de faire les travaux de rechargement granulaire sur le 7e match. Il est donc proposé que le Conseil approuve les dépenses d'un montant de 49 913 $ pour ces travaux. Je propose. Merci. Entente de partenariat avec Piéton Québec pour le stationnement de la mairie et celui de l'école en partie. Via ce partenariat, Piéton Québec collaborera avec la municipalité pour étudier et mettre en œuvre de meilleures pratiques d'aménagement favorisant une mobilité piétonne sécuritaire dans le stationnement de l'Hôtel de Ville. Pour ce projet, David ne versera aucun montant pour les services d'accompagnement de Piéton Québec. Il est donc proposé d'entériner la signature de l'entente de partenariat avec Piéton Québec par la directrice du service de travaux publics. Je propose. Merci. Décompte progressif 16 pour la mise à niveau de la station d'épuration. On a reçu la recommandation de paiement de la firme Tetra Tech. Il est donc proposé d'autoriser un montant de 797 018 $ et 5 sous à l'entreprise Normée Construction Incorporée. Merci. Et finalement, le 4.6, décompte progressif 17, la mise à niveau de la station d'épuration. On a aussi reçu la recommandation de paiement de la firme Tetra Tech. Il est donc proposé d'autoriser un paiement de 32 935 et 66 à l'entreprise Normée Construction Incorporée. Merci. On arrive à l'urbanisme. Demande de permis, plan d'implantation et d'intégration architecturale. On a reçu 4 demandes de permis qui sont assujetties au règlement sur les PIIA. Le comité consultatif en urbanisme a transmis ses recommandations au conseil. Il y a 4 demandes. Le 21
2485 rue de l'Église pour l'installation d'une clôture, le 1400 route 117 pour une enseigne, un lot sur la rue Ernest Bousseau pour la construction d'une habitation unifamiliale et le 1418 rue de l'Académie pour l'agrandissement résidentiel et rénovation. Il est proposé d'accepter et de confirmer que ces 4 demandes respectent les objectifs et les critères du PIIA. J'approuve. Merci, M. Giasson. Le 5.2, nomination, le comité de démolition. On a un règlement relatif à la démolition d'immeubles qui prévoit la constitution d'un comité. Le mandat des membres est à échéance. Il est donc proposé de nommer Mme Forget, M. Giasson et M. Lachaine pour siéger sur ce comité. Je propose. Merci. Loisiriculture, 6.1, le comité pour la politique culturelle, remplacement d'un membre. On a actuellement un projet d'élaboration d'une nouvelle politique culturelle. Pour la mener à bien, la municipalité a créé un comité de la politique culturelle. M. Denis Vézina, membre de ce comité, a démissionné de son poste. On souhaite donc le remplacer et c'est proposé de nommer Aurélie Super-Chico pour faire partie de ce comité. Je propose. Merci, Mme Marquin. Entente intermunicipale, la plage de Val-Morin. La municipalité souhaite conclure une entente avec Val-Morin pour permettre l'accès à la plage et au stationnement du lac Raymond aux citoyens de Val-David à des tarifs saisonniers préférentiels. Il est donc proposé d'autoriser la signature de l'entente intermunicipale. Je propose. Merci. Nomination d'une représentante auprès du réseau Biblio des Laurentides. En 2021, on avait nommé M. Carl de Montigny à titre de représentant élu auprès du réseau Biblio des Laurentides. M. de Montigny ayant démissionné, il est proposé de nommer Mme Forget pour représenter la municipalité auprès du réseau Biblio des Laurentides. Merci. Alors, on n'a pas d'avis de motion ni de projet de règlement. On arrive au point 9.1, le règlement 729-2025 établissant la taxation, la tarification et les compensations 2025. Il est proposé d'adopter le règlement 729-2025 qui établit la taxation, la tarification et les compensations pour l'année 2025. Je propose. Merci. Le point 10, c'est les documents déposés. Alors, selon la tradition, je vous fais le suivi des excédents. Alors, pour les revenus reportés, fonds de parc et terrain de jeu, on est à 773 666. Pour les excédents de fonctionnement non affectés, 1 693 168 000. On a des excédents de fonctionnement qui ont été affectés par résolution de 138 745. On a une réserve financière pour les élections de 82 788. Un fonds de roulement de 663 et 653. Des soldes disponibles pour des règlements d'emprunt qui sont fermés, 64 297 $. On a notre super fonds de stationnement qui est toujours à 4 500 $, ce qui nous fait un grand total de 3 420 818 $. On arrive au point d'information des conseillers et on va commencer par vous, Mme Paquin. En premier lieu, je veux vous souhaiter une bonne année 2025. Alors, j'ai 2 points. Mon premier point, c'est, je vais commencer par la coupe d'arbres sur le terrain acheté par la municipalité, le terrain de Lesinski. C'est le terrain derrière le Tombeau. J'ai eu plusieurs appels concernant ce sujet. J'ai répondu que qu'il ne devait rien se passer sur le terrain tant aussi longtemps que les organismes n'auraient pas reçu leur subvention. Cela avait été clairement discuté en réunion. J'ai donc eu la première surprise et j'ai communiqué avec mon confrère Christian Lachine. Lui non plus ne savait pas ce qui se passait sur le terrain. Ensuite, j'ai écrit à la municipalité pour avoir plus d'informations, puis j'ai aussi communiqué sur la page Facebook de la coopérative d'habitation de la Cantos. J'ai remercié. Ça a été des réponses rapides qui m'ont éclairé afin de mieux répondre adéquatement aux citoyens. Sachez que dans ce dossier de coupe d'arbres, la décision de donner l'autorisation de faire des travaux
c'est pourquoi Christian et moi tenons à nous dissocier de cette décision. Tout ce qu'on veut, c'est d'avoir toute l'information nécessaire pour prendre des décisions et les assumer pleinement et ainsi répondre aux questions des citoyens. Ceci étant dit, je suis contente de voir le communiqué du 20 janvier fait par Maison Phoenix aux résidents du secteur. La communication est essentielle dans ce genre de projet. Il faut que les citoyens soient contents de voir ces projets dans leur municipalité. Donc, une communication claire est de mise autant par la municipalité que par les deux organismes. Alors, lors des nombreux appels que j'ai reçus, les citoyens s'inquiétaient aussi pour deux terrains, celui de l'ancien Mouton Noir, là, puis le Lolipop, les deux bâtiments qui ont passé au feu. La rumeur voulait que la municipalité s'intéresse à ces terrains, qu'il y avait eu peut-être des pourparlers pour l'achat. Après confirmation avec mon DG, en date de ce janvier, il s'agit que de rumeurs et c'est non fondé. Donc, ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, ça concerne, c'est vraiment autre chose, ça, c'est la glissade qu'on a dans notre parc au Lac. Alors, les gens me disent qu'ils sont un peu déçus, ça ne glisse pas, il n'y a pas de but pour partir. Effectivement, la butte de terre demandée n'a pas été réalisée. Une demande avait été faite en novembre 2023 et avait été réitérée cette année en 2024. Pourquoi ça n'a pas été fait? J'en ai pas d'idée. Une butte de terre servirait à partir à faire un départ avec une hauteur convenable pour ici. Et cette butte de terre-là, parce que comme vous savez, on a un jardin communautaire qui s'en va là, pourrait servir à l'été à planter soit des plantes de citrouille ou des cocons, ça pourrait servir à autre chose. Puis l'hiver, on l'aurait pour partir, ce qui nous faciliterait à moins trouver la tâche pour dégager la glissade pour l'hiver. Donc, force de constater qu'il n'y a presque pas de nivellation pour la glissade. Par contre, nous avons mentionné qu'il était dangereux de glisser depuis la partition de deux clôtures, une de chaque côté du terrain. Alors, pour la sécurité, des murs de chaque côté de la glissade et du haut ont été réalisés en neige par une firme. J'avais demandé deux choses. En fin de compte, cette glissade-là, la sécurité puis une butte de terre. Un des critères a été retenu. Sauf qu'une glissade, là, il me semble que ça doit faire un job, c'est de glisser. Elle ne glisse pas parce qu'il n'y a pas de dénivellation. Alors, moi, j'invite, parce que, tu sais, on peut peut-être dire que je ne suis pas contente, mais j'invite mes confrères à venir glisser chez nous pour qu'ils constatent, qu'ils m'aident l'année prochaine, on laisse cette bout de terre-là, que ça soit beaucoup plus facile en préparer. Tout ça, c'est pour les petits. Fait que c'était mon deuxième point. Merci. Merci, Mme Parquin. Monsieur Séguin. Eh bien, bonsoir. Pas beaucoup de choses ce soir, sinon qu'il y a une sortie en raquette au flambeau dans le parc ce samedi. C'est sur inscription, il y a un petit frais. Alors, ceux qui sont intéressés, il va sûrement faire moins froid que ce soir. Il y aura du chocolat chaud. C'est toujours illuminé, il y a beaucoup de monde, c'est très sympathique et très familial aussi. Alors, n'hésitez pas à aller vous inscrire auprès du chalet Anchi. Merci. Monsieur Rémy, merci. Et finalement, M. Giasson. Bonsoir. Je parle de culture ce soir parce que c'est en ligne maintenant. Il y a un sondage sur la vitalité culturelle de la municipalité de Blainville. Donc, c'est dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle politique culturelle. Donc, la municipalité souhaite consulter activement les citoyens et les visiteurs sur les enjeux culturels. Ça fait suite à une consultation publique qui a été faite le 28 novembre dernier. Ça vise à mieux comprendre les aspirations, les attentes et les besoins de la population en matière de culture. Donc, si vous allez sur valdaville.com, sous l'onglet culture, vous trouverez le lien pour participer à ce sondage. Merci, M. Giasson. Alors, on arrive à la partie favorite de beaucoup d'entre vous, la période de questions. Alors, comme toujours, on va commencer par les réponses, les questions qu'on a reçues au préalable. On a reçu une question de M. Guy Richer qui nous disait que le 18 décembre dernier,
il a envoyé aux membres du Conseil une lettre demandant un ajustement de taxes en rapport avec l'installation des véhicules sanitaires sur ma rue. J'aimerais savoir si ma demande a été considérée. Alors, M. Richer, oui, votre demande est à l'étude présentement. Alors, d'ici la fin du mois, il y a des gens de la municipalité qui vont communiquer avec vous directement. Je vous remercie pour la question. On a aussi eu des questions de Mme Neige Vadeboncoeur concernant le camp de jour. Or, elle nous demande, avez-vous prévu du transport pour les enfants qui n'ont pas de moyens de locomotion au village vers le camp de filles? Oui. Au moment où les parents vont faire approuver leur preuve de résidence au bureau des loisirs, il va leur être demandé s'ils ont besoin de transport et le covoiturage entre les parents va être facilité. Il y avait une autre question qui était si mon enfant ne peut pas aller au camp de filles pour différentes raisons ou par simple choix, est-ce qu'on peut bénéficier de la subvention de 129 $ pour faire notre propre choix de lieu de camp en lien avec nos besoins et les possibilités? Malheureusement, c'est non. Comme les autres années, Val-David finance son camp de jour, puis c'est comme ça dans la majorité des municipalités. Pourquoi ne pas avoir avisé les résidents de Val-David de la possibilité de fermer le camp? Pourquoi imposer un lieu sans concertation ou volonté de partager des solutions si problème il y avait avec le public? Val-David n'a pas fermé son camp de jour. On a modifié notre offre de service en pensant au plaisir et au bien des enfants. Cette année, nos enfants ne vont pas passer leur camp de jour à l'école avec une cour asphaltée. Ils vont passer sur un site avec piscine, lac, plusieurs installations sportives. Est-ce que votre conseil considère le camp de jour comme un service essentiel aux familles? Mais oui. C'est pourquoi on continue le service de camp de jour avec une formule qui a été améliorée. Il va y avoir une rencontre d'information virtuelle pour les parents qui va avoir lieu mercredi le 29 janvier de 19h à 20h. Alors, vous allez pouvoir avoir toutes les réponses à vos questions. Puis aussi, on est rendu à 57% de toutes les places qui ont déjà été réservées. On est en train de battre notre propre record au niveau de la vitesse de réservation. Alors, si vous avez envie que vos enfants aillent jouer au camp de jour de Val-David, il ne faudrait vraiment pas trop tarder avec les inscriptions. Ça répond aux questions qu'on avait déjà reçues, puis on n'avait pas de questions à répondre de l'ancienne séance. Donc, je commence avec la liste qu'il y a déjà. Alors, je vois des nouveaux visages dans la salle. Je répète les consignes. Chaque personne qui vient au micro a 3 minutes pour son intervention. Mon collègue ici, Jean-François, va s'occuper du temps et aussi de me ramener à l'ordre si je m'égare. Donc, 3 minutes. Les interventions doivent être polies. Et puis, même si vous le dites avec des beaux mots, que le conseil, c'est une bande de morons, vous nous traitez quand même de morons. Alors, dans ce cas-là, je vais suspendre l'Assemblée. À part ça, la séance de questions dure un maximum de 1 heure. Il est présentement 8 heures, donc à 9 heures, on va terminer. Et le dernier point, vous venez au micro, vous vous nommez, vous posez votre question ou vous dites votre commentaire, puis ensuite vous allez vous rasseoir et je vous réponds. Alors, on va commencer avec M. Jean-François Julier. Là, étant donné que j'avais posé une question la dernière fois au sujet du départ du directeur de l'urbanisme avait fait, vous avez dit que c'était pas pertinent parce que c'était des ressources humaines. Confidentiel, j'ai dit. Confidentiel, bon. Mais, en tout cas, moi, je vais vous dire que, étant donné qu'on ne peut pas le savoir, mais c'est nous qui le payons, j'ai fait des calculs moi-même, puis ma question à la fin, mais vous allez la voir, ça va être une surprise. Étant donné que vous refusez de répondre à cette question légitime, je dois essayer d'y répondre moi-même à partir des informations que j'ai obtenues à partir de la loi d'accès à l'information, dont le contrat du directeur
L'urbanisme, excusez-moi. Je ne m'habitue pas, je suis toujours un peu nerveux, mais ça m'étonne. OK. Donc, dans ma tête, j'ai pris son contrat qui datait de 2017 avec les indexations qui ont été faites. Dans le contrat, c'est assez clair. Donc, je suis arrivé à un salaire annuel de 2024 de 90 387. Toujours selon ce contrat, dans le cas d'un départ volontaire, il n'y a aucune indemnité de séparation à payer. Mais je ne crois pas que ce soit son cas, parce que si c'était un départ volontaire, il était obligé de donner un avis d'un mois au directeur général. Puis à la vitesse que ça s'est passé, je pense que c'est pas ça qui est arrivé. Donc, toujours selon ce scénario, je me suis fait dans ma tête, ça serait un congédiement, et dans ce cas, il a droit, selon son contrat, à 19,15 mois de salaire. C'est équivaut à 144 242,59 sous. Ma question, est-ce que c'est le bon chiffre? Puis d'autre qui est importante aussi, comment vous faites pour cacher des montants comme ça qu'on ne voit jamais passer dans les avis? C'est le public qui paye ça, des citoyens. Merci. Alors, M. Julien, je ne pourrais pas plus répondre à votre question, même si elle est plus longue que la dernière fois. C'est des informations confidentielles, ça concerne les individus. Je ne peux pas vous répondre. La prochaine personne qui est inscrite à la période de questions, c'est M. Mario Huat. Bonsoir, Madame la Présidente, bonsoir tout le monde. La dernière séance qu'on a eue, séance extraordinaire pour le budget, j'ai posé une question, à savoir à quel montant on était rendu, puis ce que j'ai compris de votre part, c'est qu'on était rendu à 30 millions de dollars. C'est ce que vous avez dit dans les documents. Si je comprends bien ici, en 2022, on avait 14 millions de dettes. En 2023, 18 millions. 2024, fin 24-25, 30 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? On a coupé au centre d'exposition, on a enlevé le camp de jour, on a trouvé d'autres formules pour aménager et arriver dans le budget. Et je trouve ça dommage, j'ai les frais d'avocat parce que j'ai déjà eu une discussion ici avec le super comptable. Ça a coûté au-delà de 2 millions de dollars en frais d'avocat, en frais professionnels et les frais afférents. Vous avez acheté un terrain à 540 000 ici, vous en avez acheté un autre à 900 ici en face, qui font partie de la Sapinière parce que selon le PPU, Grand Ours et la maison Phoenix devaient aller à la Sapinière. Vous pourrez dire que c'est des amalgames encore, Madame la mairesse, mais ce qui est plus important, ce n'est pas le 14 et le 18 et le 30 millions. C'est les intérêts que l'on paie. En 2022, on a payé selon vos chiffres, j'ai fait le calcul comme M. Jean-François, parce que les calculs ici, c'est difficile à les avoir. La transparence n'est pas votre fort. Monsieur Huat, vous frôlez la levée de l'Assemblée. Est-ce que je peux terminer ma phrase, madame? En étant poli, s'il vous plaît. En 2022, on a payé 378 000 $ d'intérêt. On n'a pas diminué la dette. En 2023, 522 941 $. On n'a pas diminué la dette. Et en 2024, 689 212 d'intérêt. En ce moment, le terrain en face, oui, regardez le temps, madame la mairesse, en face, le terrain à 900 000, là, ça nous coûte 80 000 $ d'intérêt par année. Qu'est-ce que vous avez fait, madame la mairesse? Alors, merci, M. Huat, de me permettre d'expliquer l'augmentation de la dette. Alors, c'est assez simple, on va arrondir les chiffres. On a une nouvelle usine d'épuration des eaux qui a été agrandie et qui répond aux normes. Monsieur Huat, oui, madame. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'écouter quand je vous réponds? J'apprécierais. Est-ce que vous nous écoutez, vous? Ben oui, je vous écoute. Oui, OK. Alors, pour répondre
usine d'épuration. Notre usine d'épuration n'était plus aux normes depuis déjà de nombreuses années. Alors, ça a coûté 22 millions. On a agrandi un réseau pour l'égout dans le coin de Duquette à 6 millions et on a un nouveau puits à 1,8 million. Alors, si vous êtes assez vite en calcul, vous allez calculer d'où vient la différence. Il y a une grande majorité de ces sommes-là qui sont subventionnées. Il faut voir que la dette apparaît au complet dans ce qu'on doit, mais il y a une bonne partie qui est subventionnée par les différents paliers de gouvernement. Quand vous parlez de 2 millions de frais d'avocat pour l'école, là, j'avoue que je ne vous suis pas tout à fait. J'ai dit les frais afférents et les frais professionnels. Finissez la phrase, Madame la mairesse. Je vais quand même démêler les C'est choses. beau. Encore là, on va arrondir les chiffres. Oui. Le terrain qui a été acheté pour faciliter l'arrivée de logements abordables pour les projets de la Maison Phoenix et de la coopérative d'habitation, au coût de, on arrondit à 1 million. C'est un terrain qui est complètement séparé de la Sapinière, qui n'a rien à voir avec ce projet-là. Puis là, pour votre instruction, un TPU, c'est un plan, c'est même pas un plan, c'est des projets. Ça n'a pas force de règlement, ça n'a pas force de loi. C'est pas parce que quelque chose est écrit dans le TPU que ça va se réaliser ou qu'on va payer pour ça. Alors, le terrain qui a été acheté pour, comme je dis, pour la Maison Phoenix et la coop, au coût d'1 million, ça n'a rien à voir avec la Sapinière. Les frais d'avocat, on les a démontrés plusieurs fois. Là, corrigez-moi, M. Schwab, mais je pense que c'est en bas de 500 000, c'est ça? Oui, en fait, c'est aux environs de 250 000. Et puis, je vous rappelle qu'on a reçu des subventions de l'UMQ et de la FQM pour nous aider dans ces frais-là. Or, c'est difficile pour moi, M. Huot, quand vous garochez des chiffres comme ça, 2 millions qui sortent de nulle part, de vous suivre dans... Est-ce que je peux avoir une sous-question? Donc, c'est ça. Fait que OK, je pense que j'ai pas mal répondu à votre question. La prochaine personne, c'est Mme Neige Vadeboncoeur. Bonjour. Approchez-vous du micro, ça va être plus facile. Merveilleux. Bonjour, donc je fais partie des nouveaux, puis je vois le bel ambiance de notre revue. Neige Vadeboncoeur, ok. Je me présente, professionnelle en soins infirmiers, aussi enseignante en suppléante dans les différents polyvalents du coin. J'ai la chance d'être parent, puis membre donc de la collectivité de Val-David en tant que parent. J'ai donc posé des questions concernant 30 jours, puis là, donc, je viens d'apprendre que la subvention de 129 $, ce ne sera pas possible si moi je décide d'envoyer mes enfants ailleurs ou que mes enfants décident d'aller ailleurs. Oui, exactement. Oh, excusez, je vais entendre que vous soyez ici. Oui, merci. Donc il y a ça, parce que quand on parlait, je vais insulter personne, mais j'ai trouvé ça bon quand vous disiez on ne s'insulte pas de Moron, etc., c'est bonne ambiance. Moi, je passe pour qui en tant que parent? Quand mon enfant qui me dit je ne veux pas aller au camp IFI, je veux aller au camp de Val-David, puis que là on dit il y a déjà 57% d'inscriptions déjà faites, j'ai pas forcément moi les montants à avancer pour les montants actuels, malgré le 129 $. Ok. Puis moi, mon enfant, il ne veut pas y aller. Vous parlez d'asphalte, j'ai travaillé au camp IFI. Il y en a de l'asphalte là-bas. Si c'est pour faire 12 minutes de piscine, chacun leur tour et compagnie, parce que les enfants sont beaucoup plus nombreux, ils n'ont pas envie non plus. J'ai des enfants à besoins particuliers, j'ai pas d'encadrement pour ces enfants-là. Pourquoi j'aurais pas le choix, le libre choix d'envoyer mes enfants dans le camp de leur choix aussi? Puis le moron, c'est qui là ici? Moi, en tant que parent, tu ne peux pas envoyer mes enfants là où ils veulent. C'est juste ça que je veux demander. Il y a d'autres camps dans les coins. Vous êtes censé pouvoir subvenir aux besoins de tous les enfants de Val-David. Merci, Mme Vadeboncoeur, pour votre question. Votre famille est libre de choisir le camp qu'ils veulent, mais à Val-David, comme dans toutes les autres municipalités, on subventionne pour le camp du village. Si, par exemple, votre enfant voulait aller, je ne sais pas moi, faire le camp de jour à Laval, au camp spatial,
Non, la municipalité ne va pas financer pour ça. Si vous allez à Sainte-Agathe, je vais finir, si vous allez à Sainte-Agathe, ça va être la même chose. Il n'y a pas de municipalité qui vont subventionner le camp de jour des enfants de la municipalité pour un autre camp que le camp de jour municipal. Merci. Alors, Monsieur D, s'il vous plaît, Monsieur Daniel D. Bonjour. Oh, excusez, juste bougez votre micro qu'on puisse bien vous entendre. Oh, ok. Bon, merci. Bonjour, moi aussi c'est ma première fois. Tout d'abord, je me permettez, je vais suivre mon texte, là, je ne vais pas vous mélanger plus qu'il faut. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de vous consacrer à la résolution du problème de gestion des eaux d'écoulement, plus particulièrement en ce qui a trait à la rue de la Volière, puis des dommages subis par ses résidents suite à des travaux commandés par la Ville. Lors des dits travaux, avez-vous obtenu l'autorisation des propriétaires ou avez-vous des certitudes de droit de passage au moment que vous avez effectué les travaux dans les dernières années? Puis, cette fois-ci, avez-vous l'intention de tenir les propriétaires informés, puis d'assurer de tenir les gens aussi qui ont signé la pétition et qui sont concernés dans l'ensemble de la rue de la Volière, des projets puis des développements des études des ingénieurs, pardon. La rue de la Volière aussi, en ce moment, est un état de décrépitude qui est en ce moment comparable au moment où vous avez acquis. La rue était complètement convexe, maintenant elle est concave. On se promène sur le matériel de fond. Tout le matériel de surface est maintenant dans les côtés, dans les fossés. Il faudrait aussi veiller à corriger la rue au complet, pas juste l'écoulement de l'eau. Puis aussi, avez-vous l'intention de l'asphalter un jour, parce que plusieurs rues de notre municipalité, puis du lac Bourgain, ont été asphaltées à plusieurs reprises depuis. Et vous vérifierez, là, je ne sais pas les chiffres, mais il me semble qu'on est suffisamment de résidents pour justifier qu'on soit traité également par rapport aux autres résidents de la ville. Merci. Merci, M. D. Malheureusement, il y a beaucoup de vos questions à laquelle je ne peux pas répondre. Est-ce qu'on avait les droits de passage pour les travaux? Je ne peux pas répondre à ça. Par contre, je peux m'engager à vous revenir le mois prochain. La même chose pour ce qui est d'informer les gens. Je pense que maintenant, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on essaye de faire. Je ne vous dis pas qu'on ne fait pas des erreurs, mais c'est vraiment dans nos visées là, d'avertir les citoyens de ce qui s'en vient. Concernant l'asphalte, on a un montant limité d'asphalte à chaque année, puis selon des critères établis par le service des travaux publics, il y a certaines rues qui se font dans un ordre toujours trop lent pour beaucoup de citoyens, mais c'est ça. Bon. Mais je pourrais voir si la rue de la Voilette, c'est une des rues qui est visée par des projets de travaux d'asphalte. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Claude Rochelot. Bonsoir. Bonsoir. Je vais parler un peu de budget, parce que c'est la première séance de conseil qu'on a depuis la présentation du budget, donc où on peut poser des questions sur ce budget-là. Juste faire des remarques un peu là-dessus, c'est que dans le budget, donc il est prévu que la dette va nous coûter à peu près 2,4 millions. Donc, soit en remboursement d'intérêt, qui est 1,2 million, et 1,3 million sur le remboursement de capital. Les autres municipalités, comme l'an passé, Val-David n'est pas capable de présenter des augmentations de taxes en se limitant au coût de la vie. Nous sommes encore une fois ceux qui vont avoir la plus haute hausse de taxes comparativement aux autres. Alors, je me demande pourquoi on n'est jamais capable d'y arriver. Piémont baisse les taxes de 1,46. Saint-Adolphe baisse de 7,35.
Valmorin, hausse de 2,16 pour un service et 6,38 pour deux services. Saint-Adèle, hausse de 1,40. Saint-Anne-des-Lacs, hausse de 1,75. Saint-Anne-des-Lins, hausse de 2,8 Saint-Donat, baisse de taxe de 6,92 s'il n'y a pas de service, et 5,62 pour les autres. Saint-Agathe, augmentation de 2,13 et pour un service, c'est 3,3 pour deux services. Val-David, s'il n'y a pas de service, c'est 3,9. On nous a dit que c'était pour être en haut de 4 s'il y a un service et 9,8 pour ceux qui ont deux services. Alors moi, je me demande quand est-ce que Val-David va finir par présenter des augmentations de taxes au coût de la vie pour arrêter de nous donner des augmentations qui fraudent depuis les dernières années à peu près un 7% d'augmentation. Nous avons aussi la plus grosse hausse des dépenses, donc avec 6,8%. J'ai remarqué aussi que dans le triennal, vous aviez prévu dans le dernier triennal qu'on avait avant, vous avez prévu des montants d'argent pour l'école pour 2025, 2026. Excusez-moi, je veux juste comprendre des montants d'argent pour l'école. Oui, pour faire les travaux pour le chemin. Ah oui, ok, merci. Et là, je remarque un peu ce que vous avez mis dans le budget de cette année, dans le triennal. Vous avez mis 500 000 pour 2026 et 4 millions pour 2027. Pourtant, les montants dans le triennal avant étaient pour 3,7 millions en 2024 puis 2 millions en 2025. Si vous ne saviez pas, que l'école était pour être construite ou non, comment ça se fait qu'on n'a rien prévu avant ça pour les années 2025, 2026 et qu'on met l'argent en 2027? Donc, moi, ce que je me demande, c'est aussi dans le budget, c'est qu'on a fait une baisse de taxes, des taxes de résidence pour les Airbnb, de l'ordre, et vous nous avez mentionné que Val-David va perdre 20 000 $ avec cette baisse. Je me demande pourquoi on se prive de 20 000 $ pour baisser les taxes de résidence pour les Airbnb, alors qu'on sait que les Airbnb viennent couper du logement pour ceux qui en ont besoin. Merci. Merci, M. Rochereau. Je vais commencer par votre question sur les Airbnb, qui est une très bonne question. Effectivement, il y a 2 ans, quand on avait augmenté de beaucoup la taxe des Airbnb, on voulait toucher les gens qui privent de logement. La loi est ainsi faite que du fait même, on touchait kilomètre 42 et les chalets suisses qui sont dans la même catégorie que les Airbnb. Alors, on n'a quasiment pas d'hébergement à Val-David. Le tourisme, c'est une de nos grandes sources de revenus, d'activité. Alors, et puis, les entreprises qui vivent du tourisme, c'est difficile pour elles. Alors, ces entreprises-là sont venues nous rencontrer en 2024, nous ont montré leurs chiffres, nous ont montré leurs difficultés. Alors, on a coupé la poire en deux parce qu'il n'y a quasiment pas de Airbnb qui sont touchés à Val-David. C'est quasiment tous des entreprises d'hébergement comme le kilomètre 42. C'est pour ça qu'on leur a donné une chance en baissant un peu leurs taxes. Pour ce qui est du budget, effectivement, le budget augmente de 3,9 %. On aurait pu s'en tenir à 2,9 % ce qui aurait été à peu près au coût de la vie. Mais en augmentant de 1 % de plus, on s'est donné un gros 100 000 $ de jeu pour différents projets qui pourraient advenir durant l'année. Alors, le Conseil a fait le choix de mettre ce 1 % là de plus pour pouvoir offrir des services aux citoyens. Voilà. Ensuite, on avait M. Richer. Si vous voulez venir au micro, s'il vous plaît.
répondu à ma première question. Mais en fait, c'était la question que je voulais présenter moi-même. Ah, je m'excuse. J'ai fait le contraire. Je suis Les- vraiment désolée. J'avais 3 autres questions qui ont été envoyées par écrit. Oui. J'imagine que vous les avez. Oui. Donc, Oui. on peut aller avec ça. Ah, puis, M. Rucher, je suis désolée, c'est moi qui s'est mêlé. C'est pas grave. Alors, dans les autres questions, il y avait, je crois que les règlements ne me permettent pas d'avoir plus d'un certain nombre de chambres dans ma maison. Et je pense que c'est à cause des limites d'absorption des eaux usées par la fosse septique et le champ d'épuration. Maintenant qu'on est connecté à l'égout municipal sur ma rue, est-ce que les règlements vont changer? En fait, les règlements ne changent pas, mais votre situation change. Alors, comme vous êtes maintenant branché sur l'égout, vous allez pouvoir avoir autant de chambres que vous voulez dans votre maison, en autant que ce n'est pas une auberge, puis en autant que vous respectez là, les différentes marges. Alors, pour n'importe qui a encore une fosse septique, c'est le même règlement, mais vous n'avez plus de fosse septique, vous êtes maintenant branché sur l'égout. Vous aviez aussi une question. Considérant la crise du logement, est-ce que la municipalité songe à assouplir les règlements pour permettre, par exemple, une deuxième maison là où il n'y en a qu'une autorisée sur un même terrain? J'en ai parlé un tout petit peu plus tôt avec la densification douce. Oui, le règlement est en vigueur depuis janvier. Alors, si vous avez envie de faire un appartement ou une mini-maison sur votre terrain, que vous avez l'égout Lac-Duc, je vous en prie, demandez un permis. Peut-être pas en février, parce que notre nouvelle directrice arrive, mais mettons en mars, ça serait vraiment le fun. Okay. Est-ce qu'on peut consulter ce règlement-là pour les détails là, des conditions, des espaces, le minimum, tout ça? Il y a beaucoup d'informations sur le site Internet. Le règlement n'est pas encore totalement codifié sur le site web, c'est tellement nouveau, ça va être fait incessamment. Okay. Mais oui, il y a beaucoup d'informations déjà. Il y a des représentations historiques qui avaient été faites qui détaillent les marges et les différents scénarios. Okay. Puis, vous avez une dernière question qui était dans le même ordre d'idée. Quels sont les principes sur lesquels se basent les règlements qui limitent les lotissements sur des terrains hors du noyau villageois concernant, par exemple, les superficies minimum et le frontage minimum? En fait, ça dépend des zones. Il y a beaucoup de données qui sont différentes selon les zones. Alors, il faudrait peut-être avoir une zone en particulier, puis contacter l'urbaniste qui va rentrer le 3 février. Mais les principes généraux, là, si on dit un grand terrain de, je sais pas moi, 20 acres, on peut-tu faire de lotissement? Quel espace? Il y a des règlements pour les minimums? Comme je vous dis, ça change, ça dépend des endroits. On a aussi des règles nouvelles auxquelles il faut se conformer avec le gouvernement provincial. Alors, c'est vraiment différent là, d'un endroit à l'autre. Comme ça aussi, il y a du nouveau là-dedans? Ben, les nouveautés, c'est qu'on a des nouvelles règles à suivre par rapport au gouvernement provincial. Merci. C'est moi qui vous remercie. J'ai épuisé ma liste de personnes qui avaient mis leur nom. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui aimeraient poser une question ou venir faire un commentaire? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, vous pouvez juste venir au micro. Bonjour, mon nom c'est Maxime Martin. Dans le fond, c'est à propos du camp de jour. Je sais que vous l'avez déjà parlé beaucoup, là. Mais dans le fond, moi j'ai 2 enfants qui vont à Saint-Jean-Baptiste. Puis les écoles de Saint-Jean-Baptiste, c'est de 5 ans à 12 ans, de 4 ans à 12 ans, je veux dire. Puis votre subvention commence à 5 ans. Donc moi j'ai inscrit mes 2 enfants, puis ma fille de 4 ans n'a pas accès aux subventions. Mais comment ça que. Je veux dire, moi j'ai pas de garderie l'été, là. C'est une super bonne question. C'était la même chose le camp de jour l'an passé. En fait, depuis toujours, le camp de jour à Val-David, c'était de 5 ans à 12 ans. Oui, mais quand l'élève était déjà scolarisé, il acceptait les maternelles 4 ans, ou c'est juste 15 élèves là, dans tout le village. Là, je vous avoue que ça dépasse mon champ de compétences. Ce que je vous propose, c'est, si c'est possible pour vous, de vous brancher sur la soirée d'information qui va avoir, par la magie des Internet, le 29 janvier. Vous allez pouvoir parler avec Sonia Audrey, qui va pouvoir vous répondre de façon beaucoup plus intelligente que moi là, sur ce point pointu-là. À 19h. À 19h. Merci beaucoup. Puis,
Déjà, si vous allez sur le site de la municipalité, je pense que c'est en ligne, là, le lien. Merci. Bonjour. Pour revenir un peu, poursuivre la question de la collègue ici. Oui. Votre nom, s'il vous plaît. Maud Bertrand. Bonjour, madame. On a vu qu'il y a des projets qui se sont mis en branle par les citoyens et les parents pour avoir des camps à Val-David. On a vu passer sur les babillards. Advenant la possibilité d'avoir réellement des camps sur le territoire de Val-David, est-ce qu'à ce moment-là, la subvention pourrait être remise aux parents qui décident de garder leurs enfants à Val-David? Je vais vous inviter à une personne. Moi, je demeure à Val-David depuis 30 ans. J'ai 3 enfants et des camps de jour organisés par différents parents, par différentes organisations. Il en existe depuis aussi longtemps que je me rappelle et il en existe depuis aussi longtemps que je me rappelle sur le territoire de Val-David. Alors, pour répondre à votre question, c'est la même réponse. La réponse est non. C'est de la même façon que quand on avait le camp de jour organisé à l'école, on ne subventionnait pas pour les autres parents ou les autres personnes qui avaient des camps de jour à Val-David, parce que ça fait longtemps que ça existe. Là, ça n'a pas commencé avec les réseaux sociaux en 2025. Là. Alors, de la même façon, la réponse est non. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes? Bonjour, c'est moi. Oui, c'est juste pour compléter en fait ce que disait ma collègue aussi. C'est que, advenant le cas que ce soit une OBNL de Val-David qui organise et qui a pour mission d'offrir ce service-là aux familles, est-ce qu'on pourrait bénéficier de la subvention de $129? Vu que ce serait une OBNL de Val-David, plutôt que d'envoyer les fonds à une entreprise privée. C'est une fermeture du service des camps de Val-David. Mes enfants, ça c'est le camp Edfi. C'est privé. Moi, je parle du camp municipal ou qui se fait à Val-David. Je ne veux pas envoyer mes enfants à Val-Morin dans une structure privée dans laquelle j'avais le choix déjà avant d'envoyer ou pas. C'est pas en me l'imposant que ça va être mieux. Et la subvention, je pense que mes enfants de Val-David ont le droit de l'avoir s'ils veulent passer leur été à Val-David avec une OBNL d'ici. Malheureusement, la réponse ne change pas. Vous seriez dans n'importe quelle autre municipalité, la réponse est la même. Les municipalités financent le camp de jour organisé par la municipalité. Les municipalités ne financent pas les camps de jour organisés en dehors du cadre de la municipalité. Je m'excuse. Oui? Bonsoir, Roberto Battello. Moi, ma question fait suite à la question de M. Rochelot. En fait, et suite à votre réponse aussi, Mme la mairesse, est-ce que vous dites que le 1% supplémentaire de hausse de taxes qui équivaut à 100 000 $ de plus que vous prévoyez allouer à des projets, ma question qui vient avec celle-là, est-ce que le 100 000 $ ne serait-il pas plus pour financer les frais judiciarisés jusqu'à présent du dossier de la Sabinière? Parce qu'à un moment donné, il y a des frais d'avocat, je vois difficilement comment vous allez pouvoir avoir 100 000 $ à dépenser pour des futurs projets lorsqu'on a encore des frais d'avocat qui rentrent, j'imagine, à tous les mois jusqu'à la fin du dossier de la Sabinière. Merci. Non, le 100 000 $ n'est pas pour financer les frais d'avocat. Le 100 000 $, est pour financer des projets. On en a beaucoup parlé au conseil. On trouvait que c'était un peu tête de même pas avoir 100 000 $ pour d'éventuels projets qui pourraient arriver dans la communauté. Alors, ce montant-là a été voté pour d'éventuels projets dans la communauté. Oh oui, je vous en prie, M. Schwab. Je vais ajouter un complément d'information sur la mécanique de préparation du budget. Quand on a préparé le budget, je pense qu'on va l'expliquer au mois de décembre, il y a beaucoup de frais externes à la municipalité qui ont augmenté beaucoup plus que l'inflation. Le reste quand on enlève la SQ, les incendies, l'enlèvement des déchets, le service de la dette et tout, l'ensemble des autres dépenses de la municipalité ont augmenté de 0,8%. Donc, quand on a fait les choix budgétaires, il y avait une longue liste de priorités. Là, dans le fond, il y a des besoins dans notre municipalité qui dépassent beaucoup notre budget, comme dans toutes les municipalités.
Et les différents services ont établi une liste de priorités. Il y avait des dossiers qui étaient priorité numéro 1. Il y en avait beaucoup. Dans les priorités numéro 1, dans le premier scénario, on augmentait les taxes de 2,9 %. On choisissait très peu de projets des priorités numéro 1. Il y avait des priorités numéro 2 et des priorités numéro 3, des trucs non prioritaires. Et puis, ben, on a décidé de choisir un peu plus de projets ou d'activités, de choses qui étaient prioritaires, des priorités numéro 1. Donc, on a augmenté la liste de ces projets-là, ce qui nous a amené à 3,9 %. Ce n'est pas des projets hypothétiques là, qu'on va peut-être faire ou qu'on laisse garder marge de manœuvre. On n'a pas de marge de manœuvre, le budget est canné. On a une petite marge de manœuvre parce qu'on a un budget du conseil pour faire face à différentes éventualités durant l'année. Il nous arrive des choses, par exemple, malheureusement, ça nous arrive trop souvent, une facture supplémentaire, par exemple, de la régie intermunicipale des incendies. En cours d'année, ils nous disent il nous manque d'argent dans notre budget, il faut que vous compliez notre budget. La quote-part de Val-David, c'est 39 000. Bien, il faut qu'on le paye, le 39 000. Fait que nous, on a une certaine marge de manœuvre pour des imprévus comme ça. Mais ce qu'on a fait dans les choix budgétaires qui nous ont amené une augmentation moyenne pondérée de 3,9 % après avoir payé l'augmentation de 18 % de la régie des incendies, de presque 10 % de la SQ, et ainsi de suite. Mais on a priorisé, on a décidé de faire un certain nombre de projets, on appelle ça des projets, mais un certain nombre d'investissements, de dépenses qui étaient priorité numéro 1. Puis comme on n'en faisait pas ça, on a décidé d'en ajouter un peu plus pour se rendre à 3,9 %. Donc c'est dans la mécanique du budget, c'est pas quelque chose de complètement différent de la mairesse, mais je le présente autrement dans la mécanique de faire le budget, c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est le crève-cœur parce qu'on n'en a pas assez fait. Des projets de priorité numéro 1, on hypothèque un peu on n'hypothèque pas, mais on prend des décisions qui peuvent être douloureuses. On recule des activités qui auraient dû être faites selon les différents services, mais on a dit qu'à 3,9 % c'est le maximum qu'on pouvait aller. Sinon, des priorités numéro 1, il y en avait encore plusieurs, quelques pourcents de plus, mais on a décidé de ne pas les faire. Et juste pour renchérir sur mon collègue, pour vous donner une idée des projets, c'est des choses comme la santé-sécurité de certains bâtiments, c'est l'ajout du granulaire, de granulaire sur certaines rues. Là. On n'est pas en train d'avoir des projets frivoles. C'est vrai que c'était peut-être pas clair quand je l'avais dit, là, mais c'est vraiment des projets de base que c'est difficile de faire parce qu'on n'a pas beaucoup de sous. On appelle ça des projets, mais en réalité, c'est les services de base de la municipalité qui sont présentés sous forme de différents projets. Est-ce qu'on fait cette chose-là? Est-ce qu'on ne la fait pas? Est-ce qu'on met le garage municipal aux normes de santé et sécurité? On appelle ça un projet. On ne peut pas dire non. On ne peut pas dire à nos employés prenez des risques, courez des risques. On se met pas aux normes de santé et sécurité. Mais ça coûte tant. C'est en sus du budget de fonctionnement minimal. Nous autres, on appelle ça un projet, mais c'est peut-être pas la bonne façon de le décrire pour que tout le monde comprenne. Mais donc, on a eu des choix à faire comme ça, puis on en a fait pour se rendre jusqu'à 3,9 % où on a décidé que c'était la limite où on était prêt à aller. Et ça s'est fait, le conseil au complet, les 7 ensemble, on a décidé d'aller jusque-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas encore posé une question, M. le Président? Salut, je m'appelle Scott Bonnet. C'est ma deuxième fois que je viens. La dernière fois, j'étais venu pour une dérogation mineure, mais vous m'aviez dit que vous rentriez en contact avec moi. Ça n'a pas été fait. Et vous avez passé ma dérogation le mois d'après. Vous avez refusé ma dérogation. Juste pour mettre au fait, j'avais fait un revêtement de cannexet au lieu de revêtement de bois sur ma maison. Mais l'urbaniste le savait. Puis ils ne m'ont jamais recontacté. Monsieur Monette, j'ai bien en tête votre dossier. C'est un dossier personnel. Je vous invite à communiquer avec. Prendre un rendez-vous? Oui, bien, présentement, c'est aussi notre directeur d'urbanisme jusqu'au 3 février, mais après, on est directrice d'urbanisme.
Fait que même pas à la ville, je prends rendez-vous avec monsieur Satan. Vous pouvez faire ça par la magie du téléphone. Parfait. Merci, M. Manette. Au revoir. Moi, je m'appelle Marie, c'est une première pour moi à Val-David. Je viens de Lanaudière. Je suis dans le domaine de la santé depuis des années. Je suis gestionnaire de cliniques privées, dans le domaine privé depuis des années. Investisseur immobilier, femme d'affaires. Maman d'enfants à besoins particuliers, de plusieurs enfants à besoins particuliers. J'ai dû se battre comme n'importe quelle maman. Puis, mon plus jeune est mort, 3 ans, noyé dans ma piscine. Le premier jour de mes vacances, on était 8 à la maison. J'avais 2 ans. Je vais essayer de ne pas pleurer. Je vous trouve belle, Madame Forgette, et Manon, et tous les gars aussi, là, mais les femmes, vous avez parlé un peu plus. Donc, vous aussi, M. Stéphane. Je me promène un peu dans les villes pour investir dans la fondation que je vais faire en l'honneur de mon fils. Parce que quand tu penses que tu as de plus d'importance à faire, ça te remet les points sur les i, les barres sur les t, puis ça te fait réaliser que Chris, arrête de te plaindre, tabarnak! C'est tes enfants, Chris, occupe-toi-en. Il faut faire ce qu'on a à faire à un moment donné. C'est beau qu'on va dire qu'on va se plaindre à Madame la mairesse sans arrêt. Bravo, Madame la mairesse, pour être votre patience, parce que Chris, je vais donner une coupe de claque en face à du monde. Votre patience, vous restez poli. Oui, restez poli. Oui, mais des difficultés, je suis sûre que tu en as. En fait, tout le monde ici en a. N'importe qui en a. Puis, on les traverse tous à notre façon. Mais à un moment donné, si on attend que toutes les autres les gèrent à notre place, ça ne se passera jamais. Je ne règle pas ma vie, j'ai mes autres difficultés. Je regarde si je vais investir à Val-David. Je trouve que c'est une belle ville, que c'est calme, que c'est paisible, que les gens vivent de façon harmonieuse, qu'on est bien dans les restaurants, on est bien dans les commerces, qu'elle a besoin d'amour, la ville. C'est une évidence, là. Avec une augmentation des taxes, oui, peut-être qu'elle est excessive par rapport à d'autres, mais c'est une évidence que ça en a besoin. Moi, j'habite Terrebonne. Terrebonne, avant, c'était comme à Val-David, maintenant, c'est comme. C'était c'est propre à Terrebonne. Mais c'est pas comme à Val-David. Mais t'as pas le même service non plus. Ils te reconnaissent pas chez Jean Coutu quand tu vas chez Jean Coutu. Bravo, bref, à Mme Dominique. Je vais voir si je vais investir à Val-David ou non. J'ai déjà commencé à investir en fait, parce que je veux pas l'attrait de la population nécessairement. Je fais ça undercover. J'ai déjà commencé à investir ici, mais on va voir si j'ai des avantages. Merci pour vos commentaires. Je ne peux que vous conseiller d'investir à Val-David. C'est effectivement une belle place. Moi, je pense qu'on est une gang de Gaulois. On s'astine, on se tape dessus avec des poissons, des fois pas toujours frais. Mais le gros avantage à Val-David, je vais vous en nommer un que peut-être vous ne connaissez pas. On a au-dessus de 40 organismes à Val-David. On est 5700. On a 40 organismes culturels, sportifs, communautaires, soutenus par des bénévoles. Je dirais que sur les 5700 habitants à Val-David, il doit en avoir 5200 que c'est leur village. Fait qu'ils savent comment ça marche. Puis ils viennent nous le dire comment est-ce qu'ils veulent que ça marche. Puis ils ont en tête le bien du village. Évidemment, ça serait plus simple si les 5200 avaient la même définition du bien du village. Mais moi, perso, j'aime bien avoir 40 organismes qui marchent avec des bénévoles. J'aime bien avoir du monde qui s'implique. Puis avoir des gens qui viennent au micro et qui me disent qu'ils ne sont pas contents. Mais au moins, on a du monde, ça bouge chez nous. Puis l'entraide est réelle. Et puis, j'aime mon village. Ça va être à mon tour de brailler. Merci, alors on va arrêter là. Et la prochaine personne. Donc, en parlant de bien-être... votre nom, s'il vous plaît? Oui, Maude Messier. Je suis la présidente du conseil d'établissement des deux pavillons des écoles primaires à Val-David. Ça m'a fait plaisir, Mme Forget, d'entendre votre mot en début. Contente d'entendre que vous avez parlé avec d'autres municipalités aussi. C'est une catastrophe. Je ne décolère pas depuis le 20 décembre. C'est ça, c'est une catastrophe pour les enfants, mais ça touche aussi 52 autres municipalités au Québec.
Ceci dit, fait que je veux juste dire à tout le monde que on est plusieurs parents, c'est ça, rester à l'affût parce qu'il y a vraiment il y a vraiment des actions de mobilisation qui vont être faites parce qu'on veut vraiment essayer de renverser la vapeur. On a besoin de cette école-là, nos 2 pavillons ont besoin d'investissement, puis c'est ça, on va se battre pour nos enfants, puis on va avoir besoin de vous, on va avoir besoin qu'on se tienne aussi, vous l'avez nommé, je l'ai aimé votre mot en début aussi, que c'est ça, qu'on se mobilise autour de ça. Fait que voilà, je veux juste vous dire, restez à l'affût tout le monde, on vous revient avec plus de détails. Merci, merci tout le monde. Merci beaucoup, merci pour votre implication et puis s'il y a quoi que ce soit que je peux faire de plus, contactez-moi. On est déjà en contact, alors on va garder ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Bonsoir. Je veux juste, Jean-Claude Rocheteau, je veux revenir sur la question du budget pour comprendre. Dans le budget détaillé, vous dites tantôt, vous avez dit en ouverture qu'avec le camp de jour, Val-David devait faire une économie de 23 000 $ cette année. À peu près, oui. OK. Parce que quand je regarde le budget détaillé, l'année passée, en 2024, ça a coûté 128 000 $ le camp de jour. Là, vous dites que vous allez sauver 23 000 $. Donc, ce qui fait que ça devrait coûter 105 000 $. Pourtant, dans le budget, ce qui est prévu pour 2025, c'est 70 000 $ pour le camp de jour. Donc, il y a des chiffres là, que je ne comprends pas par rapport au budget détaillé. L'autre chose par rapport au budget, juste rappeler qu'on a payé à la firme LCM, qui, dans le dossier de la Sapinière, 100 000 $ en 2024, sans compter les frais qu'ils vont charger pour le pourvoi judiciaire. Au niveau de la dette, je comprends que notre dette elle a doublé, là. Mais il reste que c'est nous qui supportons cette dette-là, et c'est nos taxes qui les supportons. Et là-dessus, on ne compte même pas ce que le dossier de la Sapinière va nous coûter. Et on continue de dépenser. On continue à dépenser de l'argent pour acheter des terrains, pour spéculer sur d'autres terrains qu'on va acheter, exproprier des gens, des choses-là sur des projets qui semblent s'en venir. Et malgré la dette la plus élevée comparativement aux autres municipalités. Alors, moi je me demande quand est-ce qu'on va pouvoir avoir des budgets qui sont mieux ficelés que celui qu'on a en 2025. Puis aussi une question de savoir, dans le budget détaillé, il y a des places en 2025 par rapport à 2024 où on a des quotes-parts qui ont été arrêtés, qui ne sont pas là pour 2025 mais qui sont là en 2024. Je veux juste comprendre pourquoi il n'y a plus de montant pour certaines quotes-parts comme la AIDTL, matière recyclable, centre de tri, etc. Puis, je veux comprendre aussi au niveau de la coupure de contribution pour en 2025 versus 2024 pour Accès Logis Havre, donc qu'il n'y a plus de montant prévu pour 2025. Merci. Merci, M. Rochelot. Alors, je peux répondre assez facilement à votre question concernant le camp de jour. Si vous prenez 140 $ multiplié par 500, 500 c'est le nombre de semaines jeunes qu'on a, ça vous donne le montant de 70 000 $ que vous retrouvez dans le budget. Concernant la... si vous... Oui, vous pouvez... Je vous en prie. Pour 2024, le camp de jour, les coûts en salaire, c'était 122 271. Les autres dépenses, comme les entrées à la plage, transport, animation, matériel, provision, entretien de l'école, 23 183. Des revenus de 51 528. Ça faisait un coût réel 2024 de 93 926. Et cette année, ça va nous coûter 70 000, donc à peu près 24 000 d'économie.
Pour ce qui est de la RITL, M. Rojo, alors pour ce qui est de la RITL, la Régie intermunicipale des Trois-Lacs, c'est la régie qui est responsable pour ramasser nos matières résiduelles. Alors, depuis le 1er janvier, c'est l'EQ qui est responsable de tout ce qui est recyclage. C'est pour ça que vous voyez des chiffres qui ne sont plus là. C'est que ce qu'on payait, par exemple, à Tricentris ou à d'autres endroits pour le recyclage, ben, on ne le payera plus parce que tout va passer par le EQ. C'est tout simplement pour ça. Mais c'est ça, on n'aura pas de ristourne. Pour l'OMH, c'était dans la présentation, c'était une dépense qui avait été budgétée en double en 2024, 6 500 $. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas en 2025. Merci. Bonsoir. J'aimerais répondre à un texte sur le site de la municipalité à la suite du report de l'école de Val-David par le Centre des services scolaires des Laurentides. Oui, c'est une bombe que les parents ont reçue. Et je suis aussi moi-même troublé par la situation parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis beaucoup de temps dans ce projet-là. J'ai une question là-dessus. Votre réaction un peu surprenante du gel du projet de la nouvelle école à Val-David omet un aspect crucial. Votre propre rôle dans l'enlissement de ce dossier. Bien que vous blâmiez les compressions budgétaires et les décisions du gouvernement, il est évident pour beaucoup que votre gestion acharnée du dossier de la Sapinière a gravement compromis la faisabilité du projet. Depuis le début, excusez-moi, la communauté a constaté une absence de vision claire et de volonté de résoudre rapidement les enjeux liés au terrain de la Sapinière. Les retards engendrés par votre insistance sur les délais, sur les détails litigieux et votre difficulté à prioriser l'intérêt collectif ont directement contribué à l'impasse actuelle. Monsieur, ça va bien, Monsieur Giasson? Non, voulez-vous un verre d'eau? Voulez-vous un verre d'eau? Non, je ne suis pas d'accord. OK. Je peux terminer, vous prenez mon temps, s'il vous plaît. Je pense que c'est important que la communauté sache la situation. Si la municipalité avait collaboré plus efficacement et sans ambiguïté, la situation aurait pu être bien différente. L'école aurait été sur le point d'être construite aujourd'hui. Blâmer uniquement le CSSL ou le ministère de l'Éducation détourne l'attention des responsabilités locales. Il est temps d'admettre que la lenteur de la municipalité à régler les enjeux fonciers a sapé les efforts pour construire cette école essentielle à nos enfants. Notre communauté est sans main devant cet autre fiasco. Votre acharnement dans ce dossier judiciarisé a fait dérailler la construction de l'école et cela compromet l'avenir de nos jeunes générations de Val-David. Ma question, aujourd'hui, avec du recul, auriez-vous pu faire mieux dans le dossier de l'école? Monsieur Huot, là, je vais sortir mes grands mots. Oui, allez-y. Ça devient lourd pour moi, vos insinuations et votre désinformation. C'est à se demander s'il n'y a pas quelqu'un qui vous paye. Alors, on va mettre les choses claires. Oui. Il y a deux dossiers. Celui de l'expropriation totale du terrain de la Sapinière et celui de l'école. Le terrain de l'école appartient au centre de service scolaire depuis plus de 2 ans. Que nous, on soit en cours pour l'autre partie du terrain, ça ne concerne en rien le centre de service scolaire. On va se rappeler que la 2e semaine de décembre, le centre de service scolaire ont annoncé en grande pompe que leur plan avait été accepté et qu'ils étaient pour construire l'école. Je trouve que vous me donnez beaucoup de pouvoir de penser que parce qu'on est en cours avec une entreprise, ça va empêcher 99 autres écoles au Québec d'être construites. Hein? On va ramener les choses à leur place. Donc, c'est deux projets, c'est deux dossiers différents. L'école, qui ont un terrain depuis 2 ans, qui ont fini leur plan et qui étaient prêtes à construire. Et l'autre dossier, c'est l'expropriation totale demandée par une entreprise.
Les deux dossiers n'ont pas rapport un avec l'autre. Et M. Rogelot, j'aimerais ça que vous le compreniez. Parce qu'à la longue, ça devient lourd. Et encore une fois... Excusez-moi, vous vous perdez, là. C'est tout. Vous vous perdez, là. Excusez, M. Rogelot, je m'excuse. Je m'excuse, M. Rogelot. Vous vous perdez. M. Huot, à la longue, ça devient vraiment lourd. Donc, j'espère que vous avez pris des notes et que vous allez vous rappeler les prochaines fois que c'est deux dossiers séparés. Merci. Bonsoir. 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 Mais là, ça me fait drôle d'entendre qu'il avait fait des annonces en grande pompe cette année. Ça me rappelé en 2018 avec le sapin. Bref, c'était pas mon but ce soir-là. J'aimerais savoir au sujet de la barrière automatique qui protège le puits d'Ancaster qui a coûté entre 40 et 80 000 selon ce qui semble. Est-ce que, tu fais des calculs, je ne sais pas si on a payé plus cher pour avoir une option hibernation, mais depuis la première neige, il y a des gelées ouvertes. Fait que, pour moi, ça, c'était une dépense un peu inutile, puis ça a été une bonne occasion de commencer à économiser un petit peu. Deux poteaux qu'une chaîne et un cadenas, ça aurait fait ça, parce que là, c'est là. Alors, M. Julien, je vais répéter ce qu'on avait dit la dernière fois. On a démontré plusieurs fois que le coût de la barrière... vous pouvez vous asseoir. Alors, la barrière a coûté à peu près 32 000 $. Il y a des études qui ont... Les employés municipaux doivent se rendre au puits au moins une fois par jour, sinon deux. Alors, vous êtes habile avec les chiffres? Calculez combien ça coûte deux personnes qui doivent débarquer, débarrer une barrière, rentrer. C'est que... Monsieur Julien. OK. Alors, ça va aller? Est-ce que vous avez une prochaine question? Oui, en fait, c'est une question commentaire plutôt. Tu passes tantôt, Madame Poquin, parler du parc au lac Poquin. Puis maintenant qu'il débouche sur le 7e rang, il faudrait prévoir l'affichage prévu, tu sais, zone de parc, limite 30 km/h, prescrit par la loi, s'il vous plaît, je veux le rappeler, parce qu'il y a certaines bonnes fortunes, une pancarte pour protéger les enfants. Deuxièmement, l'entretien des rues et tout ça. Peut-être regarder pour un programme de formation en cours d'emploi pour vos employés, tu sais, de montrer à préserver la machinerie, parce que quand ils l'utilisent de façon inadéquate, ils la brisent plus rapidement, donc ça augmente les coûts d'entretien. Peut-être à ce moment-là, une formation en cours d'emploi, bonne idée, suggestion. L'inscription au camp, je ne sais pas si le CAEDFI propose des services pour les enfants qui ont des besoins spéciaux, sinon peut-être faire une exception pour les parents qui ont des enfants ou des besoins spéciaux. Puis je vais terminer. Je vais faire un service à Maud, qui est sur le comité de parents pour l'école, mes services pour les aider à déboucher le projet d'école. C'est tout. Alors, j'aimerais vous remercier pour les efforts que vous allez mettre pour que l'école puisse voir le jour. Concernant le camp de filles et les enfants à besoins particuliers, comme tous les camps accrédités au Québec, ils doivent être en mesure de fournir ces services-là. Donc, oui, on nous a assuré que le camp de filles pouvait répondre à ces demandes spécifiques. Merci. Alors, il reste 5 minutes à la période de questions. Ça ne sera pas très long, Mme la mairesse. Je reviens sur la remarque de M. Julien. D'ailleurs, je pense que vous vous souvenez de moi. C'est moi qui ai soulevé les coûts de la barrière l'année passée à quelques reprises. Et je pourrais presque citer ce que vous m'aviez dit. En fait, vous avez dit aux citoyens de Val-David que l'objectif de mettre une barrière automatisée, c'est la fréquence laquelle les travailleurs de la ville devaient avoir accès à la station de pompage. Et là, vous défendez le fait que la barrière est ouverte, comme M. Julien dit, presque 2 mois, qu'il faut qu'il débarque du véhicule pour aller poinçonner un code. Ou ce que moi, à l'origine, lorsque j'ai soulevé ce point-là l'année passée, au mois d'août, au mois de septembre, j'ai dit qu'une barrière avec basculante aurait fait l'affaire, aurait coûté peut-être 5 à 7 000 $. Et là, vous défendez encore parce que c'est un fardeau de débarquer du véhicule et poinçonner un code pour une barrière qui aurait coûté, on va dire, votre coût à vous de 32 000 $. Je trouve ça désolant. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
côté, je veux juste vous rappeler, Madame la mairesse, que vous êtes régie par un code d'éthique. Je vous invite fortement à relire le code d'éthique et sur les façons de répondre aux citoyens. Puis je pense que vous êtes en dehors de ce que le code d'éthique prévoit. C'est pas parce qu'il y a des choses, s'il y a des citoyens qui ne sont pas respectueux ou qu'il y a des choses qui ne se font pas correctement, vous devez les adresser. Mais ça ne vous donne pas le droit de lever le ton et de crier après le monde et de faire ce que vous avez fait tantôt. Ça, c'est irrespectueux et ça ne rencontre pas votre code d'éthique. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de respecter le code d'éthique. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va lever l'Assemblée. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, M. Chiasson. L'Assemblée est levée. Merci, madame. Le son est ouvert, oui. Madame la Présidente, j'entends. Monsieur, on a levé l'Assemblée. Monsieur le son, vous pouvez baisser le son. Vous avez un conflit d'intérêt. La preuve est là, je l'ai démontré. C'est quoi le propriétaire de la maçonnerie? Vous n'avez pas déclaré. Elle ne m'a pas laissé le temps, parce que c'est un conflit d'intérêt, là.